Mikicast par Jennifer Mounaboro, le podcast dédié aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Ces affections inflammatoires du tube digestif représentent un enjeu de santé publique majeur. 300 000 patients sont atteints en France. Ces maladies chroniques telles que la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique sont complexes et mal connues. Dans cet épisode, nous aborderons les causes et les facteurs de risque avec le professeur Xavier Treton, gastro-entérologue à l'Institut des Micky. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin ? Alors, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, comme son nom l'indique, ça regroupe deux maladies voisines, que sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Et en fait, ce sont des maladies qui se caractérisent par le fait que les défenses immunitaires de l'intestin et du tube digestif, qui sont là pour nous défendre, s'activent de façon chronique et donc conduisent à créer une inflammation de la muqueuse de l'intestin. On verra ensuite comment ça fonctionne dans les deux maladies différentes, pour créer en fait des dégâts qui peuvent toucher la muqueuse, qui peuvent toucher des fois d'autres organes que l'intestin, et qui se caractérisent par une inflammation qui nécessite qu'on utilise des traitements pour calmer. Et donc il y a tout un tas de symptômes qui peuvent découler de cette inflammation chronique, au premier rang desquels souvent des modifications du transit avec très souvent de la diarrhée, mais on verra qu'il peut aussi y avoir des douleurs sans diarrhée dans certaines formes de maladie de Crohn, de la fatigue, de l'anémie parfois, et puis dans 30 à 40% des cas, il peut y avoir une inflammation qui ne touche pas que l'intestin, mais également d'autres organes associés comme les articulations, les yeux, la peau, des fois les voies biliaires, le foie. Et donc c'est un spectre de maladies qui est assez hétérogène, puisque vous pouvez avoir des gens qui souffrent d'une maladie plutôt légère, facile à soigner, et puis tout un tas de complications ou de formes plus difficiles à soigner. Et donc c'est un spectre très hétérogène, donc on ne peut pas dire j'ai une maladie inflammatoire et avoir quelque chose de semblable à toutes les autres maladies inflammatoires. Chaque patient a sa maladie inflammatoire. Et c'est pour ça qu'on doit adapter, personnaliser les traitements. Comment diagnostique-t-on la maladie ? Alors, il n'y a pas de tests qui permettent en une fois de dire « vous avez une maladie inflammatoire chronique ». On dit que c'est un faisceau d'arguments pour porter un diagnostic de maladie inflammatoire. Il faut que les symptômes soient compatibles. Il faut que ce soit chronique, c'est-à-dire que les symptômes évoluent depuis plus de 3-4 semaines. Il faut avoir donc des modifications du transit ou des symptômes digestifs. Il faut avoir un peu d'inflammation qu'on détecte toujours par une endoscopie, c'est-à-dire soit une coloscopie, soit une fibroscopie, une coloscopie, soit une vidéocapsule, qui est une petite caméra qu'on ingère pour faire des photos de l'intestin grêle, et qui montre des lésions qui sont compatibles avec une maladie inflammatoire. Et il faut avoir des biopsies, c'est-à-dire des petits prélèvements qu'on va analyser au microscope, et qui montrent de l'inflammation chronique. Alors ça peut être d'autres maladies qui ressemblent beaucoup. En général, là où on peut confondre une maladie inflammatoire chronique, c'est avec une infection qui peut donner aussi mal au ventre, de la diarrhée et des lésions inflammatoires qu'on voit sur les endoscopies. Mais en général, ça ne dure pas plus de 2-3 semaines. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir des biopsies et puis, qui sont compatibles avec un diagnostic de maladie inflammatoire. Et une notion de durée, il faut que ça dure plus de 3-4 semaines, en dessous de quoi on a du mal des fois à faire un diagnostic précis. Quelle est la différence entre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique ? Alors, c'est des maladies qui sont assez voisines dans le sens où elles ont pour trait commun d'avoir une inflammation de la muqueuse de l'intestin. Par contre, ce qui différencie les deux maladies, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est que dans la rectocolite hémorragique, on a toujours une inflammation qui débute dans le bas du côlon qu'on appelle le rectum, qui est la partie toute terminale du côlon. Et la maladie va s'étendre plus ou moins haut dans le côlon selon les patients. Mais l'inflammation va être homogène. Elle va être de la même façon toucher de façon homogène le segment de côlon qui est malade. Ça va s'arrêter brutalement dans le côlon. Et en fait, il ne va pas y avoir d'autres organes du tube digestif, notamment l'estomac, l'intestin grêle, la bouche, qui vont être touchés par cette inflammation. Donc la rectocolite hémorragique, ça ne touche que le côlon. Et donc, c'est comme une atteinte inflammatoire superficielle, comme une petite brûlure superficielle de la muqueuse,
Donc très souvent, il y a du sang. Et on fait un diagnostic assez rapide de rectocolite hémorragique parce que le fait d'avoir du sang dans les selles inquiète un peu les gens. Il y a des consultations qui se font rapidement et le délai moyen se fait dans les 3 mois depuis l'apparition des symptômes. Il faut se méfier de ne pas confondre ça avec un saignement de type hémorroïde. Dans la maladie de Crohn, c'est une maladie qui est un peu plus hétérogène. On peut avoir plusieurs segments de l'intestin qui sont inflammés, notamment l'intestin grêle, ce qu'on appelle l'iléon, la partie terminale de l'intestin grêle. D'autres patients ont une forme plutôt qui touche le côlon. Et donc, on peut avoir une atteinte qui est un peu plus hétérogène, qui n'est pas continue et qui peut être un petit peu plus profonde dans l'intestin. C'est-à-dire que la rectocolite hémorragique, c'est toujours une atteinte qui est superficielle de la muqueuse. Dans la maladie de Crohn, on peut avoir une atteinte superficielle, mais aussi une atteinte plus profonde qui peut toucher toute la paroi du côlon ou de l'intestin grêle. L'immense majorité des patients, à peu près 60% des patients, ont une inflammation qui touche la fin de l'intestin grêle, ce qu'on appelle l'iléon, et le côlon. Mais on a des gens qui n'ont que le côlon de malade et d'autres qui n'ont que l'intestin grêle de toucher, ce qui peut des fois être des formes un petit peu plus compliquées. Donc ça explique que dans la maladie de Crohn, on peut avoir des symptômes qui ne sont pas toujours ceux de la rectocolite hémorragique. On peut ne pas avoir de sang dans les selles, sauf quand il y a une inflammation du côlon. On peut avoir simplement des douleurs abdominales et une gêne après les repas quand il y a une petite partie de l'intestin grêle qui est malade. Et dans la mesure où ça a une inflammation qui peut être profonde, on a des complications qu'on voit dans la maladie de Crohn et qu'on ne voit pas dans la rectocolite hémorragique. Ces complications, c'est les sténoses, le fait que l'intestin se rétrécisse, et donc ce qui donne des douleurs après les repas ou des fois des occlusions intestinales. Et puis quand on a des ulcères de la paroi de l'intestin qui peuvent creuser un peu, on peut avoir ce qu'on appelle des fistules, c'est-à-dire des petites brèches dans la paroi de l'intestin ou de l'anus, et créer des fistules ou des abcès. Et il y a 30% des patients avec maladie de Crohn qui développent ce qu'on appelle des fistules et des abcès dans la région de l'anus, qui sont une complication de la maladie de Crohn qu'on ne voit pas dans la rectocolite hémorragique. Dans les deux maladies, on peut avoir des inflammations aussi d'autres organes, la peau, les yeux, les articulations. Et ça, c'est commun aux deux pathologies. D'accord. Quelles sont les causes des maladies chroniques intestinales ? Alors, il n'y a pas de cause unique trouvée. Donc, c'est ce qu'on appelle des maladies multifactorielles qui sont très associées au mode de vie occidental. C'est-à-dire que ces maladies-là, avant les années 1900, 1920, ça n'existait quasiment pas ou c'était très rare. Et on voit qu'avec le mode de vie occidental, qui veut dire modifier les aliments, modifier la conservation des aliments, ajouter des pesticides, des conservateurs, une pollution environnementale avec les hydrocarbures, eh bien, on voit que ces maladies-là, comme d'autres maladies modernes, comme l'asthme, les allergies, la sclérose en plaques, se mettent à se développer. Et dans les pays qui se développent, notamment les pays en voie de développement, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, on voit qu'en fonction, de façon parallèle à l'industrialisation, on a une explosion de ces maladies-là. Donc en fait, on sait que c'est des maladies qui sont très liées à l'environnement. Il y a une petite part génétique dans le sens où on a identifié quelques gènes de fragilité. Et donc, il y a probablement, dans des familles particulières où il y a beaucoup de cas, probablement des gènes qui se transmettent. Mais ces gènes-là ne servent à rien au diagnostic parce qu'il n'y a pas de tests génétiques qui permettent de prédire le risque de développer ces maladies-là. Et l'impact de la génétique n'est pas très important dans le sens où vous pouvez tout à fait développer une maladie comme ça sans avoir dans votre famille aucune personne de touchée. Et on estime qu'en 2030, en France, 0,6% de la population qui devrait être affectée par une de ces pathologies inflammatoires. Donc c'est vraiment très lié à l'environnement. Ensuite, très certainement, il y a, selon les patients, des patients qui ont un système immunitaire qui va répondre à des facteurs environnementaux qui vont être différents d'un patient à l'autre. Probablement qu'il y a des patients qui vont répondre plus à des pesticides ou à des polluants de l'environnement ou à des composés alimentaires. Donc, c'est des maladies très hétérogènes parce que il y a probablement des facteurs très différents qui, chez des individus particuliers, contribuent à développer cette inflammation. Et il y a aussi des réponses du système immunitaire qui sont différentes d'un patient à l'autre, ce qui explique qu'on ne répond pas tous de la même façon à tous les traitements. Quels sont les éléments déclencheurs de l'inflammation ? Alors, des fois, on arrive à en trouver. C'est-à-dire qu'on pense que certains individus sont
susceptibles et ont un système immunitaire qui va pouvoir se réveiller, s'emballer et ensuite créer cette inflammation qui a du mal à se calmer toute seule et il va falloir des traitements. Et donc, il y a eu des études qui ont montré qu'il y a des personnes qui développent ou qui déclarent leur maladie après une infection. Une infection digestive, par exemple, il y a eu des épidémies de salmonelle dans certains pays qui ont entraîné des vagues d'apparition de maladies inflammatoires, maladies de Crohn ou rectocolite. Donc, des fois, on arrive à trouver qu'une infection déclenche. Parfois, des fois, un gros stress peut, et maintenant on sait que le stress peut biologiquement activer des phénomènes d'inflammation au niveau du type digestif. Donc il y a des gens qui déclarent leur maladie après un gros choc psychologique ou un stress, ou qui font des poussées quand ils sont stressés. Alors probablement qu'il y a un fond biologique qui prédispose, mais on peut trouver ça. Et puis il y a certains médicaments comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce qu'on prend quand on a mal aux dents, mal au dos, qui peuvent des fois déclencher des poussées ou des crises. Mais il ne faut pas imaginer que tous les patients sont fragiles à ces anti-inflammatoires. Ça correspond probablement qu'à moins d'un quart des patients chez qui ces anti-inflammatoires sont dangereux ou à risque de développer. Merci professeur Treton pour votre participation à ce podcast. Merci à tous pour votre écoute. À bientôt. Merci. Migicast par Jennifer Mounaboro, le podcast dédié aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.